Je m'appelle Adrien, je suis un type plutôt ordinaire, et si je raconte cette histoire, c'est parce que j'ai eu la malchance, ou peut-être la chance selon le point de vue, d'assister de près à une expérience sociale dont l'autrice ne comprenait pas elle-même les règles. Mon meilleur ami s'appelle Lucas. Nous nous connaissons depuis des années, assez longtemps pour avoir traversé ensemble les changements de travail, les déménagements, les ruptures, les anniversaires ratés et les soirées où l'on promet de rentrer tôt avant de finir à manger des frites à 2 heures du matin. Lucas a une sœur aînée, Claire. Claire n'est pas méchante au sens classique du terme. Elle ne frappe personne, ne vole rien et peut même se montrer généreuse quand l'ambiance correspond à ses convictions. Mais elle possède un talent presque professionnel pour découvrir une injustice cachée dans les choses les plus banales. Un serveur oublie une serviette, signe d'un mépris social envers les femmes. Une publicité montre un couple heureux, tentative de normalisation de la domination masculine. Un coucher de soleil est magnifique, oui, mais il rappelle aussi, selon elle, que la liberté féminine est constamment menacée par l'obscurité du patriarcat. Avec elle, chaque conversation peut devenir un séminaire improvisé. Lucas et moi avions donc développé une stratégie de survie. Hocher la tête, éviter certains mots, ne jamais plaisanter sur les relations modernes et changer de sujet dès que son ton prenait cette lenteur professorale annonçant une conférence. Pendant des années, cette paix fragile a tenu. Puis, vers la fin de l'été, Lucas nous a invités chez lui pour une petite soirée. Nous n'étions que 4, lui, moi, Claire et sa meilleure amie Inès. Inès était beaucoup plus terre-à-terre. Elle partageait certaines idées de Claire, mais sans transformer chaque désaccord en bataille morale. Au début, tout se passait étonnamment bien. Nous parlions de films, de collègues pénibles, de loyers absurdes, de vacances ratées. Lucas m'a même lancé un regard soulagé, comme pour dire que nous allions peut-être survivre à la soirée sans incident. C'est alors que Claire a regardé son téléphone. Son visage s'est fermé. Elle a poussé un soupir théâtral, long, lourd, conçu pour attirer une question. Puis elle a jeté son appareil sur le coussin voisin. Lucas savait qu'il ne devait pas demander. Il l'a demandé quand même. Qu'est-ce qu'il y a ? La trêve venait de prendre fin. Claire a repris son téléphone et nous a montré le message qui venait de la mettre dans cet état. Sur Hinge, un homme avait écrit « Question au hasard, mais tu as l'air grande sur tes photos. Tu mesures combien ?» Pour n'importe qui d'autre, cela aurait pu être une tentative maladroite d'ouvrir une conversation. Pour Claire, c'était une agression conceptuelle. Elle a commencé par expliquer que la question n'était pas innocente, qu'elle révélait toute la logique marchande des applications de rencontres. Elle ne voyait pas un homme curieux, mais un consommateur cherchant à mesurer un produit avant achat. « Il ne connaît même pas mon prénom et il veut déjà me quantifier », a-t-elle déclaré avec la gravité d'une avocate plaidant devant une cour internationale. Elle a décrit les applications comme un marché numérique de la viande, conçu par des hommes de la tech, incapables d'imaginer l'amour autrement qu'en tableaux, filtres et critères. Selon elle, les hommes glissaient à droite sans lire les biographies, réduisant les femmes à quelques photos, une taille, un âge, une silhouette et une disponibilité supposée. La question sur sa hauteur n'était donc pas une question, c'était un mécanisme de tri. Inès a essayé d'introduire un peu de nuance. Elle a fait remarquer que les femmes, elles aussi, filtraient selon la taille, le métier, les revenus, la localisation, les habitudes, parfois même le signe astrologique. Elle a ajouté que demander directement pouvait aussi éviter de perdre du temps. Mauvaise idée. Claire a redressé le dos et déclaré que répondre ainsi revenait à défendre un système fondamentalement corrompu. Les applications, affirmait-elle, avaient rendu les hommes paresseux, superficiels et incapables de prendre le moindre risque dans la vie réelle. Quand avez-vous vu un homme approcher une femme dans un café ou une librairie pour la dernière fois ? Nous a-t-elle demandé en regardant Lucas puis moi comme si nous étions personnellement responsables de ce phénomène. Elle soutenait que les hommes préféraient se cacher derrière un écran, envoyer un salut, sans effort, attendre une validation instantanée et disparaître dès que la conversation exigeait une personnalité. Elle a alors peint le passé comme une époque romantique où les gens se rencontraient chez des amis, dans des fêtes, dans des cours, autour d'un hobby commun, où la chimie naissait avant les critères. Plus elle parlait, plus le monde d'autrefois devenait magnifique, presque cinématographique. Finalement, elle a levé son téléphone comme une révolutionnaire brandissant un drapeau. Elle annonçait une expérience. Elle allait supprimer Tinder, Bumble, Hinge, tout. Elle prouverait qu'une femme intéressante et sûre d'elle pouvait rencontrer un homme de qualité sans se vendre dans une vitrine numérique. Lucas et moi avons échangé ce regard silencieux qui disait « Ne réponds surtout pas ». Inès, malheureusement, n'avait pas reçu notre message télépathique. Elle a bu une gorgée de vin et dit calmement « D'accord Claire, mais tu comprends que les rencontres organiques fonctionnent dans les deux sens ?» Claire l'a fixée, sincèrement perplexe. Inès a expliqué que si elle attendait dans un café qu'un inconnu interprète correctement un regard, elle risquait d'attendre longtemps. Beaucoup d'hommes, disait-elle, avaient peur d'être qualifiés de lourds ou de harceleurs simplement pour avoir parlé à une femme. Pour que son expérience fonctionne, Claire devrait parfois prendre l'initiative, dire bonjour, engager une discussion, accepter elle aussi le risque d'un refus. Elle ne pouvait pas demander aux hommes de lire ses pensées, de deviner quand une approche serait bienvenue, puis de traverser une pièce en assumant seule toutes les conséquences. Claire a presque ri. Elle a affirmé qu'un homme réellement confiant saurait naturellement faire la différence entre une avance bienvenue et un comportement déplacé. Tout reposait selon elle sur les signaux. Le regard, la posture, l'ouverture, l'énergie.
Le bonhomme percevrait ses indices et agirait. Elle n'avait donc pas à faire le travail masculin en initiant. Cette expression a fait lever les sourcils d'Inès, mais Claire était déjà lancée. Avec un geste cérémoniel, elle a maintenu son doigt sur les icônes des applications. Les petits symboles de suppression sont apparus. Tinder a disparu, Bumble a disparu, Hinge a disparu. Après la dernière suppression, elle a posé son téléphone avec un sourire triomphant, comme si elle venait de se libérer d'un système oppressif devant témoin. Lucas a simplement changé de sujet. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, Claire a vécu sur un nuage. Elle répétait à son frère combien cette décision était libératrice. Plus de défilements compulsifs, plus de profils interchangeables, plus de conversations sans âme, plus de questions sur qui devait écrire en premier. Elle disait avoir retrouvé la couleur du monde après des années passées devant un écran noir et bleu. On comptait pas seulement attendre chez elle, Claire avait conçu une stratégie. Elle appela cela se replacer dans des environnements à fort potentiel humain. En pratique, cela signifiait fréquenter des cafés artisanaux avec grandes tables communes, des librairies indépendantes, des lectures de poésie, des marchés de producteurs, des vernissages et même un parc à chiens alors qu'elle n'avait pas de chien. Chaque sortie devait être naturelle, mais elle la planifiait comme une opération militaire. Sa première véritable mission eut lieu un samedi après-midi. Elle choisit une tenue qu'elle décrivit ensuite à Lucas comme élégante sans paraître calculée, prit un roman classique qu'elle avait déjà lu et partit dans un café très à la mode du centre-ville, convaincue qu'elle allait enfin démontrer sa théorie. Le café était rempli, exactement comme elle l'espérait. Elle commanda un latte au lait d'avoine, observa la salle et repéra presque immédiatement un homme correspondant à son scénario idéal. Appelons-le Julien. D'après le compte-rendu qu'elle fit plus tard, Julien avait environ son âge, était bien habillé sans être tape à l'œil, semblait calme, cultivé et surtout il lisait un vrai livre au lieu de regarder son téléphone. Pour Claire, c'était un signe presque providentiel. Voilà enfin la scène qu'elle avait imaginée. 2 inconnus entourés de bruit, un livre comme pont invisible, une rencontre appelée à devenir une histoire racontée des années plus tard. Une petite table libre se trouvait dans son champ de vision. Claire s'y installa et lança ce qu'elle appela ensuite, sans ironie, l'ouverture des signaux. Une personne normale aurait pu se lever, demander ce qu'il lisait et voir ce qui se passait. Claire jugeait cela trop direct, presque agressif. Elle préféra une chorégraphie silencieuse dont elle était la seule à connaître le sens. Première étape, rendre sa présence perceptible. Elle posa son roman, plaça sa tasse à droite, ajusta sa veste, puis leva les yeux comme si elle découvrait la salle. Son regard s'arrêta brièvement sur Julien. Deuxième étape, le contact visuel. Lorsqu'il leva la tête, elle maintint son regard une fraction de seconde plus longtemps que nécessaire, esquissa un sourire mystérieux, puis replongea dans son livre. Troisième étape, la mèche de cheveux. Quelques minutes plus tard, voyant qu'il regardait vaguement dans sa direction, elle glissa lentement une mèche derrière son oreille. Ensuite vinrent les variations. Une gorgée réfléchie en tournant légèrement la tête, une posture plus droite, un nouveau regard accompagné d'un demi-sourire, un soupir léger en tournant une page. Elle répéta cela pendant près d'1 heure. Julien leva les yeux 2 ou 3 fois, remarqua qu'elle regardait, lui adressa ce petit signe poli que l'on donne à un inconnu pour reconnaître son existence, puis retourna à son livre. Il ne l'évitait pas. Il ignorait simplement qu'il se trouvait au centre d'une opération de séduction clandestine. Le barista tatoué lui observait parfois la scène avec un air profondément perplexe. Après environ 90 minutes, Julien termina son café, rangea son livre et partit sans même regarder Claire en passant près de la sortie. Elle resta figée, blessée, puis furieuse. Depuis sa table, elle envoya à Lucas une série de messages si longues qu'il dut faire défiler l'écran pendant plusieurs minutes. Selon elle, Julien était émotionnellement indisponible. Intimidé par une femme forte ou tellement abîmé par les applications qu'il ne savait plus reconnaître un intérêt évident. L'idée que ces signaux n'étaient peut-être pas aussi évidents ne lui traversa jamais l'esprit. Quand Inès osa suggérer qu'elle s'était peut-être contentée de regarder un homme dans un café, ce que les gens font sans intention romantique, Claire répondit qu'Inès avait été conditionnée à accepter des standards masculins très bas. Pour elle, l'échec ne prouvait pas que sa méthode était défaillante. Il prouvait simplement qu'elle avait choisi le mauvais terrain. Le café laissait trop d'ambiguïté. Il lui fallait un lieu où la conversation serait intégrée à l'activité. Elle s'inscrivit donc à un club de lecture. Dans sa logique, c'était parfait. Les hommes présents sauraient lire, réfléchir, construire une phrase, discuter plus de 30 secondes. Elle pourrait attirer quelqu'un par son intelligence plutôt que par une image. La première réunion eut lieu environ 1 mois après l'épisode du café. Le groupe travaillait sur un roman historique dense, rempli de symboles, de conflits politiques et de personnages ambigus. Pendant les présentations, Claire repéra un homme qu'elle trouva posé et intelligent. Nous l'appellerons Thomas. Il parla peu, mais ses interventions étaient claires. Claire décida qu'elle allait créer une connexion en montrant la puissance de son esprit. Lorsque la discussion commença, Thomas formula une remarque réfléchie sur le symbolisme utilisé par l'auteur. C'était l'occasion idéale d'approuver, d'ajouter une idée, de rebondir, de rire peut-être, et de transformer un intérêt commun en conversation personnelle. Claire choisit une autre voie. Elle déclara que son interprétation était un peu simpliste et qu'il passait complètement à côté du sous-texte sociopolitique. Puis elle démonta son argument point par point. Elle ne flirtait pas, elle ne débattait même pas. Elle donnait un cours.
L'atmosphère passa d'un échange convivial à une soutenance universitaire tendue en moins de 30 secondes. Thomas tenta de préciser son raisonnement, mais Claire l'interrompit plusieurs fois pour le corriger. Il finit par se retirer avec un sourire gêné et une phrase universelle. « C'est une perspective intéressante, tu me donnes beaucoup à réfléchir. » Tout le monde comprit que cela signifiait « je veux que cette conversation s'arrête ». Claire, elle, y vit une victoire intellectuelle. Après la réunion, pendant que les membres prenaient un verre, Thomas parla avec une autre femme. Claire se plaça à proximité, attendant qu'ils viennent reprendre leur échange stimulant. Il ne vint jamais. Il évita même son regard et partit en riant avec l'autre participante. Dans l'analyse qu'elle fit ensuite, Thomas n'était qu'un pseudo-intellectuel, incapable de supporter une femme plus brillante que lui. L'autre femme, affirma-t-elle, paraissait plus docile, donc moins menaçante pour son ego fragile. 2 mois s'étaient écoulés depuis la grande suppression. Le bilan était simple, aucune rencontre, aucun numéro, aucune invitation, aucun début de relation. L'enthousiasme de Claire s'était transformé en ressentiment. Le monde refusait obstinément de suivre le scénario qu'elle avait écrit. Inès lui rappela qu'elle essayait de jouer aux échecs multidimensionnels dans des lieux où les gens se contentaient de se parler normalement. Elle proposa une solution moins théorique, un bar ordinaire, animé, avec de la musique, des groupes, un contexte où les conversations se forment naturellement. Claire hésita. Les bars ressemblaient justement à ce marché superficiel qu'elle condamnait, mais elle commençait à manquer d'options, alors elle accepta. Elles sortirent un vendredi soir. Le lieu était bondé, l'énergie agréable, les gens de leur âge nombreux. Pendant la première heure, Inès parla avec des inconnus, plaisanta avec le serveur et s'intégra facilement à l'ambiance. Claire resta dans un coin de la table, un verre à la main, parcourant la salle avec un regard si sévère qu'elle semblait évaluer chaque homme pour un procès futur. Elle disait vouloir envoyer des signaux accueillants, mais tout son corps criait « ne m'approchez pas ». Inès finit par se pencher vers elle. Près du bar se tenait un groupe d'hommes. L'un d'eux, en chemise verte, avait regardé plusieurs fois dans leur direction. Inès lui proposa d'aller lui parler. Claire eut une expression de pure horreur. « Moi, aller là-bas » souffla-t-elle, comme si on lui demandait de traverser une autoroute les yeux fermés. Inès répondit qu'un simple bonjour suffisait, que le pire résultat serait une conversation courte. C'est alors que Claire prononça la phrase révélant toute la contradiction de son expérience « Je ne peux pas faire ça ». C'est le rôle de l'homme. Approcher en premier pour une femme, c'est désespéré. Ce n'est pas féminin. Je ne vais pas faire leur travail à leur place. Inès la fixa longuement. Puis elle demanda « Tu t'entends parler ? Tu te plains que les hommes n'approchent plus, mais tu refuses de les approcher. Tu veux une connexion réelle, mais tu refuses de prendre un risque réel. Tu veux que la vraie vie fonctionne comme une application où chacun a déjà indiqué son intérêt, sauf qu'ici personne n'a glissé à droite. » Claire n'eut aucune réponse. Elle croisa les bras et regarda sa table. L'homme en chemise verte finit par parler à une autre femme qui, elle, n'eut aucun problème à se déplacer. Inès rencontra aussi quelqu'un ce soir-là, un homme drôle et normal qui vint simplement discuter. Claire rentra seule, plus irritée que jamais. Les semaines suivantes furent sombres. D'après Lucas, Claire sortait de moins en moins. Elle avait présenté son expérience comme un acte courageux contre un système déshumanisant, et elle ne pouvait pas admettre que son échec venait peut-être de ses propres règles. Elle répétait que les hommes étaient devenus passifs, trop dépendants des applications, incapables d'initiative. Pourtant, chaque fois qu'une occasion apparaissait, elle attendait qu'un homme fasse tout, remarquer son intérêt, interpréter ses signaux, traverser la pièce, commencer, supporter un éventuel refus et accepter le risque d'être jugée. Elle, de son côté, considérait que sa simple présence constituait une contribution suffisante. Le monde ne s'arrêta pas pour autant. Des couples se formaient, des collègues racontaient leurs rendez-vous, des amis rencontraient des partenaires sur des applications, dans des soirées, parfois par hasard. Tout le monde avançait, sauf elle. Le moment où sa construction mentale commença réellement à s'effondrer arriva environ 1 mois plus tard, un autre vendredi soir. Claire était seule chez elle, assise sur son canapé, faisant défiler son téléphone avec ce mélange de solitude et de supériorité morale qui l'avait accompagnée depuis le début. Elle vit alors une publication d'Inès. C'était une photo prise pendant un week-end de randonnée. Inès apparaissait aux côtés de l'homme rencontré au bar. Ils étaient fatigués, décoiffés, souriants, authentiquement heureux. La légende disait simplement « le meilleur week-end avec lui ». Rien de grandiose, aucun manifeste, seulement 2 personnes qui semblaient bien ensemble. Cette image fit plus de dégâts dans l'esprit de Claire que toutes les critiques d'Inès. Sa meilleure amie avait rencontré quelqu'un parce qu'elle avait accepté d'être ouverte, de parler, de répondre et de participer à l'échange. Pendant ce temps, Claire, qui se croyait plus lucide, était seule un vendredi soir avec ses principes comme unique compagnie. Ses théories sur le patriarcat, la romance organique, la valeur féminine et le rôle masculin cessèrent soudain de la protéger. Ce qui resta fut une émotion simple, crue, presque humiliante, la solitude. Elle comprit que sa croisade ne l'avait pas libérée, elle l'avait isolée. Elle avait consacré tant d'énergie à rencontrer un homme de la bonne façon qu'elle avait oublié l'essentiel. Une relation commence quand 2 personnes acceptent de se rencontrer à mi-chemin, pas quand l'une se présente comme une récompense immobile et attend que l'autre franchisse tous les obstacles.
Cette nuit-là, Claire repassa mentalement les 3 grands échecs de son expérience. Julien au café n'avait pas refusé une invitation, il n'avait jamais compris qu'une invitation existait. Thomas, au club de lecture, n'avait pas fui son intelligence. Il avait fui une interaction où chaque phrase devenait une correction. L'homme à la chemise verte, au bar, n'avait pas manqué de courage. Il avait simplement parlé à une femme qui lui avait donné un signal clair en allant vers lui. Dans chaque scène, Claire avait attendu. Elle avait attendu d'être remarquée, attendu d'être choisie, attendu qu'un homme prenne le risque, attendu qu'il devine ses intentions. Toute sa contribution consistait à se placer dans le décor et à croire que sa valeur ferait le reste. Alors une idée douloureuse apparut. Peut-être que les applications n'avaient pas rendu les hommes paresseux. Peut-être qu'elles l'avaient rendu paresseuse elle. Sur une application, elle pouvait manifester son intérêt par un geste sans danger, glisser à droite, puis rester passive. Un homme devait ensuite envoyer le premier message, trouver une ouverture originale, maintenir la conversation, proposer un rendez-vous, choisir un lieu, risquer le rejet et être jugée à chaque étape. Elle pouvait tout évaluer sans presque rien exposer d'elle-même. La vraie vie supprimait ce confort. Elle exigeait du courage, de la vulnérabilité, la possibilité d'avoir l'air maladroit, de recevoir un non, de traverser une pièce et de parler sans garantie. Elle comprit enfin qu'elle avait reproché aux hommes de ne pas vouloir participer à un jeu où ils supportaient tous les risques pendant qu'elle conservait tous les pouvoirs de jugement. Cette prise de conscience aurait pu être le début d'une transformation. Elle aurait pu décider de parler au prochain homme intéressant, apprendre à commencer simplement, accepter que l'initiative ne diminue ni sa féminité ni sa valeur. Elle aurait pu appeler Inès, reconnaître qu'elle avait eu raison et recommencer autrement. Mais une épiphanie ne produit pas automatiquement du courage. Claire comprenait maintenant ce qu'elle devait faire et justement elle ne voulait pas le faire. Changer aurait signifié renoncer à l'idée rassurante qu'elle était victime de la paresse masculine. Cela aurait exigé d'admettre que ses propres choix contribuaient au problème. Il existait une solution beaucoup plus facile, retourner dans le système qu'elle avait condamné, celui qui lui permettait de se protéger du risque tout en attendant que les autres prennent l'initiative. Quelques nuits plus tard, Lucas m'envoya un message. « Tu ne vas pas croire ça ». Il avait joint une capture d'écran. J'ai ouvert l'image et découvert un profil Tinder. La première photo montrait Claire, mais une version légèrement plus jeune d'elle-même, choisie de façon stratégique. Son nom n'apparaissait pas en entier. Le profil indiquait seulement « C ». Peut-être craignait-elle que quelqu'un de notre entourage la reconnaisse, ou peut-être voulait-elle se donner l'impression qu'elle ne revenait pas vraiment. Pourtant, la biographie ne laissait aucun doute. C'était un chef-d'œuvre involontaire d'ironie. Elle avait écrit « Fatiguée des jeux et de la superficialité. Je cherche une connexion authentique avec quelqu'un qui n'a pas peur d'avoir une vraie conversation. Ne sois pas timide, viens me dire bonjour. » J'ai lu ces lignes 3 fois. Après des mois à dénoncer les applications comme un marché de la viande, après avoir déclaré qu'elle tuait le courage masculin, après avoir construit toute une expérience pour prouver qu'une femme intéressante pouvait s'en passer, elle était revenue exactement au même endroit. Pas discrètement, pas avec une réflexion honnête sur ce qu'elle avait appris, mais avec une invitation demandant encore aux hommes de faire le premier pas. Ne sois pas timide, viens me dire bonjour, signifiait « J'ai retrouvé mon trône, les prétendants peuvent recommencer à se présenter ». Elle n'avait pas accepté le principe d'un effort partagé. Elle avait simplement découvert que le monde réel exigeait plus d'elle que le monde numérique. Sur Tinder, elle pouvait à nouveau attendre, évaluer, ignorer, sélectionner, tout en racontant qu'elle cherchait une connexion profonde. Lucas trouva la situation hilarante, mais derrière l'humour, il y avait quelque chose de plus triste. Claire n'était pas une exception monstrueuse. Elle représentait une contradiction très humaine, vouloir la spontanéité sans le danger, l'authenticité sans l'exposition, la poursuite sans devoir poursuivre, le courage des autres sans offrir le sien. Elle accusait les applications d'avoir détruit la romance, mais lorsqu'elle découvrit ce que la romance réelle exigeait, du risque, de l'initiative, de l'humilité, elle retourna vers l'écran. Son expérience n'avait donc pas prouvé que les rencontres organiques étaient supérieures. Elle avait démontré quelque chose qu'elle ne voulait pas admettre. Le problème n'était pas seulement l'outil. Le problème était la façon dont elle voulait être aimée, admirée et choisie, sans jamais se placer elle-même dans une position où quelqu'un pourrait ne pas la choisir. La semaine suivante, j'ai revu Lucas dans un petit restaurant près de mon bureau. Je lui ai demandé si Claire avait parlé de son retour sur Tinder. Il a ri d'un air épuisé. Apparemment, elle présentait cela non pas comme un abandon, mais comme une réappropriation stratégique de l'espace numérique. Selon elle, revenir sur une application ne signifiait pas qu'elle avait eu tort. Elle disait avoir compris que les outils n'étaient pas mauvais en eux-mêmes, seulement l'usage patriarcal qu'en faisaient les hommes. Elle voulait désormais subvertir la plateforme de l'intérieur en exigeant des conversations authentiques. En pratique, cela signifiait qu'elle avait recréé un profil, sélectionné les meilleures photos, ajouté des critères stricts et recommencé à se plaindre des ouvertures qu'elle jugeait insuffisantes. Le premier homme lui avait écrit « Salut, comment s'est passée ta semaine ?» Elle avait montré le message à Lucas en disant que ce niveau d'effort expliquait la crise de la masculinité. Un autre avait commenté le roman visible sur une de ses photos, pensant probablement proposer une discussion personnelle. Claire avait répondu qu'elle trouvait suspect qu'il utilise ses intérêts pour fabriquer artificiellement de la compatibilité. Un troisième avait envoyé une blague originale, qu'elle avait jugée trop préparée et donc manipulatrice. Son retour confirmait que le problème n'était pas l'absence d'occasion.
C'était son besoin de considérer chaque interaction à travers un système où elle ne pouvait jamais être responsable. Si un homme écrivait peu, il était paresseux. S'il écrivait beaucoup, il était désespéré. S'il posait une question personnelle, il l'évaluait comme un produit. S'il restait général, il ne s'intéressait pas vraiment à elle. S'il proposait rapidement une rencontre, il ne cherchait que du physique. S'il attendait, il manquait d'assurance. Le jeu était impossible à gagner parce que Claire ne cherchait plus seulement une personne. Elle cherchait une preuve que sa vision du monde était correcte. Chaque homme devenait un test idéologique avant d'être un individu. Pourtant, elle continuait d'affirmer qu'elle voulait de l'authenticité. Lucas me raconta qu'Inès avait fini par lui demander ce qu'elle considérait comme un bon premier message. Claire avait répondu, quelque chose de spontané, intelligent, personnel mais pas intrusif, confiant mais pas arrogant, original mais pas forcé. Inès avait souri et demandé « Et toi, quel message envoies-tu aux hommes ?» Claire n'avait pas répondu. Elle trouvait toujours que ce n'était pas son rôle. À ce moment-là, l'expérience avait cessé d'être une anecdote amusante pour devenir une sorte de miroir. Nous pouvions tous nous moquer du profil, des signaux secrets dans le café, du club de lecture transformé en tribunal académique et de la grande retraite sur Tinder. Mais la logique de Claire n'était pas entièrement étrangère. Beaucoup de gens veulent être choisis sans choisir activement, être compris sans expliquer, être aimés sans risquer l'humiliation. Les applications amplifient cela parce qu'elles donnent l'impression qu'un nombre illimité d'options existe. On peut ignorer une personne correcte en supposant qu'une meilleure apparaîtra dans 3 glissements. On peut transformer un défaut mineur en raison d'abandon parce que le prochain profil est déjà visible. Claire avait raison sur un point, ces plateformes peuvent rendre la rencontre transactionnelle. Mais elle refusait de voir qu'elle utilisait précisément ce fonctionnement à son avantage. Elle dénonçait le catalogue tout en exigeant une sélection parfaite. Elle critiquait les hommes qui jugeaient des photos, mais éliminait elle-même des profils en 1 seconde. Elle rêvait d'un passé organique où les gens parlaient spontanément tout en refusant la spontanéité dès qu'elle impliquait qu'elle fasse le premier pas. Son expérience avait été construite pour prouver une conclusion déjà décidée. Si un homme venait lui parler, elle aurait dit que les bons hommes existaient encore grâce à ces signaux. Si aucun homme ne venait, elle dirait que les applications avaient détruit leur courage. Si elle abordait quelqu'un et réussissait, elle aurait dû reconnaître que l'initiative n'était pas réservée aux hommes. C'était la seule possibilité qu'elle ne pouvait pas accepter. Elle préféra donc un système où sa passivité avait l'apparence d'un choix. Sur Tinder, elle pouvait dire qu'elle était ouverte simplement parce qu'elle avait créé un profil. Elle pouvait se croire courageuse sans s'exposer réellement. Le téléphone absorbait le risque. Il lui évitait le silence d'un homme qui ne comprend pas un regard, l'embarras d'une conversation qui ne mène nulle part, la possibilité de voir quelqu'un préférer une autre femme en direct. Il transformait le rejet en absence de match, phénomène abstrait et silencieux. Pour Claire, ce n'était pas la romance qu'elle désirait, mais c'était la protection émotionnelle qu'elle refusait d'avouer rechercher. Un dimanche, Lucas organisa un déjeuner familial et me demanda de venir, probablement parce qu'il voulait un témoin neutre. Claire était là, ainsi qu'Inès et son nouveau compagnon Eric, l'homme rencontré au bar. Eric était exactement le genre d'homme que Claire affirmait vouloir, sociable sans être bruyant, attentif sans paraître calculé, capable de discuter de livres, de travail, de voyages et de choses ordinaires, sans transformer chaque phrase en démonstration. Il aida à mettre la table, plaisanta avec Lucas et demanda à Claire comment avancer son expérience. La question était innocente, mais le silence devint immédiatement épais. Claire répondit qu'elle avait élargi son approche. Inès leva un sourcil. « Tu veux dire que tu es retournée sur Tinder ?» Claire expliqua qu'elle ne retournait pas sur Tinder, qu'elle explorait une stratégie hybride combinant opportunités numériques et connexion réelle. Eric, qui ne connaissait pas toute l'histoire, demanda pourquoi elle avait supprimé les applications au départ. Claire recommença son discours sur la paresse masculine, les conversations superficielles et l'absence de courage. Eric écouta sans l'interrompre, puis raconta comment lui et Inès s'étaient rencontrés. Il avait remarqué leur table au bar, mais n'était pas certain d'être bienvenu. Inès lui avait souri, puis lui avait posé une question quand il était passé près d'elle. Cette petite initiative lui avait donné la certitude suffisante pour rester et discuter. Si elle avait seulement regardé dans ma direction de loin, dit-il, je n'aurais probablement rien fait. On ne sait jamais ce que signifie un regard. Claire répondit qu'un homme confiant devait pouvoir sentir l'ouverture. Eric secoua doucement la tête. La confiance, ce n'est pas la télépathie. La phrase tomba avec une simplicité presque brutale. Inès ajouta qu'elle n'avait pas perdu sa féminité en disant bonjour. Au contraire, elle avait créé l'occasion qu'elle souhaitait. Claire se défendit en disant qu'elle ne voulait pas poursuivre des hommes. Eric fit remarquer qu'engager une conversation n'était pas poursuivre quelqu'un, seulement participer. Une relation ne commence pas quand une personne devient le prix et l'autre le candidat. Elle commence quand les deux prennent un petit risque. Pour la première fois, Claire ne lança pas de théorie immédiate. Elle regarda son assiette. Mais quelques minutes plus tard, elle expliqua qu'Eric était une exception, que leur rencontre ne représentait pas la réalité générale. Sa forteresse idéologique avait peut-être une fissure, mais elle continuait à la réparer dès qu'une vérité inconfortable entrait. Après ce déjeuner, Inès prit ses distances pendant quelque temps. Non parce qu'elle voulait abandonner Claire, mais parce qu'elle en avait assez de voir chaque conversation détournée pour protéger la même conclusion. Lucas remarqua que sa sœur devenait de plus en plus exigeante sur les applications.
Elle avait désormais plusieurs correspondances, mais aucune conversation ne survivait plus de quelques jours. Elle disait vouloir un homme capable de mener une vraie discussion, pourtant elle répondait souvent par des phrases courtes et attendait que l'autre relance. Elle exigeait de l'originalité, mais considérait toute question inattendue comme étrange. Elle voulait de la vulnérabilité, mais jugeait les hommes qui parlaient trop tôt de leurs émotions. Elle affirmait rechercher quelqu'un d'authentique, mais utilisait une photo ancienne parce qu'elle la trouvait plus flatteuse. Quand Lucas lui fit remarquer cette contradiction, elle répondit que les femmes étaient obligées de se protéger dans un environnement visuel injuste. Un soir, elle correspondit avec un homme appelé Nicolas. Il semblait patient, cultivé, drôle et travaillait dans l'édition. Ils parlèrent de littérature, de voyage et de cuisine. Nicolas lui proposa un café. Claire hésita 3 jours, analysant chaque message avec Inès, qui avait accepté de reprendre contact. Finalement, elle refusa le lieu proposé parce qu'il était trop proche de chez lui, ce qu'elle interpréta comme une tentative de contrôler la logistique. Il proposa un autre café à mi-chemin. Elle dit que cela manquait de spontanéité. Il suggéra une librairie avec un petit salon de thé. Elle répondit qu'elle ne voulait pas d'un rendez-vous trop scénarisé. Après plusieurs échanges, Nicolas écrivit poliment qu'il ne semblait peut-être pas compatible et lui souhaita bonne chance. Claire montra la conversation à Lucas comme preuve que les hommes abandonnaient dès qu'une femme posait des limites. Lucas lui demanda ce qu'elle aurait voulu qu'il propose. Elle dit qu'un homme vraiment attentif aurait su. « Su quoi ?» demanda-t-il. Elle resta silencieuse. Le problème, encore une fois, était qu'elle attendait d'être comprise sans jamais se rendre claire. Elle voulait que l'homme juste réussisse une série d'épreuves dont il ignorait l'existence. Chaque mauvaise réponse confirmait qu'il n'était pas assez sensible, assez confiant ou assez persévérant. Pourtant, une bonne réponse n'était jamais définie. La relation était condamnée avant de commencer, car elle ne cherchait pas un partenaire capable de communiquer. Elle cherchait quelqu'un capable de deviner, et elle interprétait l'échec de cette divination comme une faute morale. Quelques mois plus tôt, Claire avait parlé avec mépris des hommes qui restaient derrière un écran par peur du rejet. Désormais, elle faisait exactement la même chose. Elle supprimait une conversation plutôt que de dire qu'elle n'était pas intéressée. Elle attendait plusieurs heures avant de répondre pour ne pas paraître trop disponible. Elle demandait à Inès de relire ses messages, afin d'éliminer toute formulation qui pourrait montrer trop d'enthousiasme. Elle voulait paraître ouverte sans être vulnérable, intéressée sans risquer de sembler attachée, présente sans faire d'efforts visibles. Un soir, Lucas la surprit à utiliser simultanément Tinder, Bumble et Hinge. Les 3 applications qu'elle avait supprimées devant nous comme symbole d'un système dégradant occupaient à nouveau la première page de son téléphone. Quand il lui demanda si son expérience était officiellement terminée, Claire répondit qu'elle n'avait jamais été contre la technologie, seulement contre la dépendance. Lucas lui rappela mot pour mot qu'elle avait décrit ces plateformes comme le sommet de tout ce qui détruisait la connexion humaine. Elle lui reprocha alors de simplifier une pensée complexe. C'était sa manière habituelle de transformer une contradiction en nuance. Pourtant, sa frustration augmentait. Les hommes qu'elle trouvait attirants avaient beaucoup d'options et répondaient peu. Ceux qui lui écrivaient régulièrement ne lui plaisaient pas assez. Elle commença à dire que les applications récompensaient les hommes médiocres, puis dans la même semaine qu'elle donnait trop de pouvoir aux hommes séduisants. Elle se plaignait de devoir faire défiler des centaines de profils, mais refusait de revoir les personnes qu'elle avait déjà rejetées. Inès lui suggéra de ralentir, de choisir quelques conversations et d'investir réellement. Claire répondit qu'elle ne voulait pas travailler pour obtenir une relation. Selon elle, la bonne connexion devait être fluide. Pourtant, elle exigeait des hommes exactement ce travail: créativité, patience, initiative, planification et persévérance. La fluidité qu'elle recherchait était souvent le résultat du travail invisible de l'autre. Comme elle n'avait jamais considéré cet effort comme un effort, elle le prenait pour une preuve naturelle de compatibilité. Lorsque les hommes n'accomplissaient plus ce travail sans garantie, elle les accusait de paresse. Son expérience avait commencé comme une démonstration contre les applications. Elle se terminait en démonstration beaucoup plus embarrassante. Elle ne détestait pas la structure numérique parce qu'elle empêchait les relations. Elle la détestait quand elle ne lui donnait pas exactement le type d'attention qu'elle voulait. Un soir, Claire reçut un message d'un homme nommé Mathieu. Il avait lu sa biographie et répondit directement à son invitation. « Tu dis de ne pas être timide, alors je me lance. Ton profil parle de conversation authentique. Quelle opinion as-tu changé récemment et pourquoi ?» C'était une question originale, personnelle, sans être intrusive, ouverte, intelligente, exactement le genre de message qu'elle prétendait attendre. Claire fixa l'écran longtemps, puis elle dit à Lucas que la question ressemblait à un entretien d'embauche. Elle ne répondit jamais. Quelques jours plus tard, elle se plaignit qu'aucun homme ne faisait d'efforts. Lucas lui montra alors la capture du message de Mathieu qu'elle lui avait envoyé. « Celui-là en a fait, dit-il. » Claire répliqua qu'il avait trop réfléchi, que cela manquait de naturel. À cet instant, même Lucas perdit patience. Il lui demanda si elle voulait vraiment rencontrer quelqu'un, ou seulement maintenir l'idée qu'aucun homme n'était à la hauteur. Claire se mit en colère. Elle l'accusa de ne pas comprendre la pression vécue par les femmes, l'obligation de se protéger, la fatigue d'être évaluée, le danger potentiel. Lucas reconnut que ces réalités existaient. Puis il ajouta que reconnaître un risque ne justifiait pas de rendre toute interaction impossible. Elle pouvait être prudente et tout de même communiquer clairement. Elle pouvait refuser un homme sans transformer son initiative en faute.
Elle pouvait aussi accepter de commencer une conversation. Claire répondit que les hommes avaient toujours eu l'avantage historique et qu'ils pouvaient supporter un peu plus d'efforts. Lucas demanda alors combien de temps une relation construite sur une dette historique pouvait rester saine. « Tu ne rencontres pas les hommes, dit-il. Tu rencontres une personne. Elle n'a pas créé le passé et elle ne peut pas payer pour tous ceux qui t'ont déçu. » Claire quitta la pièce. Plus tard, elle envoya à Inès un message disant que son frère était devenu hostile à cause d'influences masculines toxiques. Inès, pour la première fois, ne valida pas son interprétation. Elle écrivit simplement « Il a peut-être été dur, mais il n'a pas entièrement tort ». Claire ne répondit pas pendant 2 jours. Sa difficulté n'était plus de comprendre. Elle avait déjà compris. Elle savait que les applications ne pouvaient pas remplacer la réciprocité et que la vraie vie ne pouvait pas fonctionner sans initiative. Ce qui lui manquait n'était pas l'information, mais l'humilité nécessaire pour changer, sans pouvoir présenter ce changement comme une victoire idéologique. À mesure que l'hiver approchait, Claire adopta un discours plus discret. Elle ne parlait plus de supprimer toutes les applications pour libérer la romance. Elle disait désormais que chacun devait utiliser plusieurs canaux de rencontre. Elle se rendait encore dans les cafés et les librairies, mais son comportement avait légèrement changé. Un après-midi, elle aperçut un homme dans un rayon consacré au voyage. Il comparait 2 guides sur le Japon. Claire resta quelques minutes à proximité, tenant un livre qu'elle ne regardait pas. Elle attendit le moment parfait. L'homme ne leva pas les yeux. Elle pouvait revivre l'épisode de Julien, lancer une série de signaux invisibles et repartir furieuse. Cette fois, elle inspira et demanda simplement « Tu prépares un voyage ou tu rêves seulement d'y aller ?» L'homme sourit et répondit qu'il économisait pour partir l'année suivante. Ils parlèrent 5 minutes. Il était sympathique mais marié. Il lui montra même une photo de sa femme et de leur itinéraire prévu. Claire sortit de la librairie sans numéro et sans romance. Pourtant, quelque chose avait changé. Elle avait pris un risque minuscule. Elle n'avait pas été rejetée au sens dramatique. Elle avait simplement eu une conversation humaine. Quand elle raconta cela à Inès, elle ajouta immédiatement que ce n'était pas vraiment une approche, seulement une question contextuelle. Inès ne la contredit pas. Elle savait que Claire avait besoin de sauver un peu de fierté pour progresser. Quelques jours plus tard, Claire parla à un homme lors d'un marché. Il vendait du café artisanal. Elle posa des questions, plaisanta, et ils échangèrent quelques mots. Rien n'en sortit, mais elle ne se sentit pas diminuée. Ces expériences auraient pu lui montrer que l'initiative n'était ni désespérée ni féminine. Pourtant, elle continuait d'utiliser Tinder chaque soir. C'était plus facile, plus rapide, plus contrôlable. Le réel devenait un exercice occasionnel. L'application restait le centre. Sa biographie demandait toujours « Ne sois pas timide, dis bonjour ». Elle n'avait pas encore ajouté « Moi aussi je peux le faire ». Le changement chez Claire était donc réel mais incomplet. Elle avait commencé à comprendre que le courage n'était pas une qualité que l'on exige des autres. C'était une responsabilité partagée. Mais elle résistait encore à l'idée de reconnaître publiquement que son grand manifeste avait échoué. Dans sa version officielle, elle n'était pas revenue en arrière. Elle avait simplement complexifié son approche. Au printemps suivant, Inès et Eric organisèrent une fête pour célébrer leur installation ensemble. Claire y vint, bien habillée, tendue mais sincèrement heureuse pour son amie. Plusieurs célibataires étaient présents. L'un d'eux, Antoine, travaillait dans l'architecture et connaissait Eric depuis l'université. Il n'était pas spectaculaire, il ne ressemblait pas à un profil soigneusement produit. Il avait une chemise simple, un rire un peu trop fort et une façon de réfléchir avant de répondre. Claire le remarqua. Cette fois, au lieu de construire une stratégie secrète, elle se joignit à une conversation où il parlait d'un projet de rénovation. Elle posa une question, puis une autre. Antoine lui demanda ce qu'elle faisait. Ils parlèrent de travail, de ville, de livres et même des applications de rencontres. Claire raconta une version atténuée de son expérience. Elle dit qu'elle les avait supprimées pour rencontrer des gens naturellement, mais que la réalité s'était révélée plus compliquée. Antoine répondit qu'il avait lui-même arrêté d'approcher des inconnus après 2 situations où il s'était senti humilié. Une femme avait ri avec ses amis. Une autre avait publié un message sur les hommes qui ne savaient pas laisser les femmes tranquilles dans les transports. Il ne savait pas si elle parlait de lui, mais il avait reconnu le contexte. Depuis, il préférait les présentations par des amis. Claire ressentit un malaise. L'histoire ressemblait exactement à ce qu'Inès lui avait expliqué des mois plus tôt. Elle demanda s'il regrettait d'avoir arrêté. Antoine dit « Un peu, mais j'ai choisi la paix ». Puis il ajouta que ce soir-là, il parlait avec elle parce qu'ils avaient déjà un lien social commun et parce qu'elle était venue dans la conversation. Elle avait rendu la situation claire. Ils échangèrent leurs numéros avant de partir. Pour une fois, Claire ne chercha pas à présenter l'événement comme la victoire de sa théorie. Elle avait participé, elle avait créé l'ouverture. Antoine avait répondu. L'effort avait circulé dans les 2 sens. Leur premier rendez-vous eut lieu 1 semaine plus tard. Ce ne fut pas une scène de film. Pas de pluie soudaine, pas de regard à travers une librairie silencieuse, pas de musique invisible. Ils burent un verre, parlèrent longtemps et rirent. Claire avoua à Inès qu'elle avait ressenti quelque chose de rare. Non pas le vertige d'être poursuivie, mais la tranquillité d'être rencontrée. La relation avec Antoine ne devint pas immédiatement une grande histoire. Après 3 rendez-vous, ils découvrirent plusieurs différences.
Claire aimait planifier chaque détail, Antoine improvisait. Elle parlait en concept, il revenait aux situations concrètes. Elle interprétait parfois ses silences comme un manque d'intérêt, alors qu'il avait simplement besoin de réfléchir. Autrefois, elle aurait probablement conclu qu'il n'était pas assez assertif, assez spontané ou assez énergétiquement compatible. Cette fois, Inès l'encouragea à poser des questions plutôt qu'à interpréter. Claire le fit. Antoine lui expliqua qu'il appréciait leur temps ensemble, mais qu'il avançait lentement parce qu'il avait appris à se méfier des signaux contradictoires. Claire sentit la vieille irritation revenir. Une partie d'elle voulait lui reprocher de manquer de courage. Mais elle se rappela Julien, Thomas, l'homme à la chemise verte, Nicolas, Mathieu, tous ces inconnus évalués sans jamais recevoir des règles claires. Elle dit donc ce qu'elle n'aurait jamais dit quelques mois plus tôt. « Je suis intéressée, mais j'ai tendance à attendre que l'autre fasse tout. J'essaie de changer ça. » Antoine sourit. Ce n'était pas une déclaration spectaculaire. Pourtant, elle demanda plus de vulnérabilité que toutes ses conférences sur l'authenticité. Ils continuèrent à se voir. Claire conserva Tinder quelque temps, par peur de dépendre d'une seule possibilité, puis finit par désactiver son profil. Cette fois, elle ne le fit pas devant un public. Elle n'en fit pas une révolution. Elle ne déclara pas que les applications étaient mauvaises. Elle choisit simplement de concentrer son attention sur une personne réelle. Lucas reçut la nouvelle avec prudence. Il me montra un message de sa sœur. « Je vois quelqu'un, rien d'officiel, mais je vais essayer de ne pas tout analyser. » Il ajouta « C'est probablement la phrase la plus mature qu'elle ait jamais écrite. » J'ai ri, mais j'étais d'accord. Claire n'avait pas complètement abandonné ses habitudes. Elle parlait encore parfois de structure, de rôle, d'énergie masculine et féminine. Mais elle commençait à comprendre que les principes deviennent dangereux quand ils servent à éviter toute responsabilité personnelle. Elle avait accusé les hommes d'être paresseux parce qu'ils n'approchaient plus. Puis elle avait découvert que son propre refus d'approcher était aussi une forme de paresse, protégée par un discours plus noble. Quelques mois après le début de sa relation avec Antoine, nous nous sommes retrouvés chez Lucas, presque dans la même configuration que le soir où tout avait commencé. Il y avait Lucas, moi, Claire, Inès et maintenant Antoine et Eric. La conversation dériva naturellement vers les rencontres. Lucas, incapable de résister, demanda à Claire si elle considérait toujours les applications comme un marché numérique de la viande. Elle lui lança un regard, puis surprit tout le monde en riant. « Elles peuvent l'être, dit-elle, mais elles peuvent aussi être juste un outil. Le problème, c'est ce qu'on attend d'elles et ce qu'on refuse de faire nous-mêmes. » Inès sourit sans triompher. Antoine demanda l'histoire complète. Claire hésita, puis raconta la suppression théâtrale, le café, les signaux, le club de lecture, le bar, son retour sur Tinder et la fameuse biographie. Nous avons ri, y compris elle. Cela ne voulait pas dire qu'elle reniait toutes ses critiques. Elle expliqua que les applications pouvaient réellement encourager la superficialité et que certaines approches dans la vie réelle pouvaient être intrusives. Mais elle reconnaissait maintenant qu'il n'existait pas de système sans inconfort. La spontanéité impliquait le risque d'une attention non souhaitée. La sécurité totale supprimait une partie de l'incertitude qui rend les rencontres vivantes. Les hommes ne pouvaient pas savoir à l'avance quelle femme voulait être abordée, dans quel contexte, par quel homme et de quelle manière. Ils pouvaient seulement observer, tenter avec respect et accepter un refus. Les femmes, elles aussi, pouvaient donner des signaux plus clairs, commencer une conversation ou prendre l'initiative. « J'attendais que les hommes soient courageux pour que je n'aie jamais à l'être », admit-elle. Cette phrase résumait toute l'histoire. Son expérience n'avait pas échoué parce que les rencontres organiques étaient impossibles. Elle avait échoué parce qu'elle voulait leurs résultats sans leurs exigences. Elle désirait une histoire spontanée, mais planifiait ses apparitions comme une campagne. Elle voulait une conversation naturelle, mais jugeait chaque phrase selon un système complexe. Elle voulait être surprise, mais uniquement de la bonne façon. Elle voulait être poursuivie, tout en considérant que l'initiative masculine pouvait être suspecte. Antoine posa sa main sur la sienne. Claire ne transforma pas le geste en symbole. Elle le laissa simplement être ce qu'il était. Je ne sais pas si Claire et Antoine resteront ensemble pendant des années. Ce n'est pas une fable où une leçon correcte garantit une fin heureuse. Ils peuvent se séparer demain pour des raisons ordinaires. Mais l'expérience a produit quelque chose que Claire n'avait pas prévu. Elle a fini par voir la différence entre une critique sociale et une excuse personnelle. Il est possible que les applications rendent les gens plus exigeants, plus distraits, plus passifs. Il est possible que certains hommes abordent mal, insistent trop ou ne respectent pas les limites. Il est également possible que des femmes souhaitent une approche tout en ayant peur de l'attention non désirée. Toutes ces réalités peuvent coexister. Le problème commence quand on exige que l'autre résolve seul chaque contradiction. Claire voulait que les hommes soient spontanés mais parfaitement prévisibles, confiants mais jamais dérangeants, persistants mais jamais insistants, capables de lire des signaux invisibles et responsables de toute mauvaise interprétation. Lorsqu'ils choisissaient de ne pas prendre ce risque, elle les traitait de paresseux. Lorsqu'elle eut la possibilité de prendre le même risque, elle le qualifia de rôle masculin. Son retour à Tinder fut donc drôle, mais révélateur. Elle ne retourna pas seulement vers une application, elle retourna vers une structure qui protégeait son ego. Elle pouvait demander « ne sois pas timide » sans reconnaître sa propre peur.
Ce qui changea ensuite ne fut pas la technologie, mais sa participation. Elle parla à un homme dans une librairie. Elle rejoignit une conversation lors d'une fête, elle exprima clairement son intérêt, elle accepta qu'un rendez-vous ne soit pas une audition où un candidat devait deviner la bonne réponse. En faisant cela, elle ne perdit ni sa valeur, ni sa féminité, ni ses convictions. Elle gagna simplement une compétence que toutes ses théories avaient masquée. La capacité de rencontrer quelqu'un comme un égal. À la fin, peut-être que la vraie révolution n'était pas de supprimer Tinder, de dénoncer les hommes ou de restaurer une romance ancienne. C'était d'admettre qu'aucune connexion n'existe sans risque partagé. On ne peut pas rester éternellement assis sur un trône en demandant au monde de venir prouver qu'il nous mérite. Parfois, il faut se lever, traverser la pièce et dire bonjour. Do you stay and fix things or live forever? Send your answer below.